Oubliez John Wayne et les héros au grand cœur, oubliez les duels nobles au coucher du soleil et surtout oubliez la morale immaculée et la civilisation triomphante. Aujourd'hui, on parle de l'homme qui a regardé le mythe du western hollywoodien droit dans les yeux et qui lui a tiré une balle dans le dos. Cet homme, c'est Sergio Leone. Et son crime n'était pas un simple meurtre, c'était une révolution. Dans les années 40-50, le western hollywoodien n'était pas juste un genre, c'était la mythologie fondatrice de l'Amérique, son grand récit national mis en scène. C'était le conte de fées de la frontière où le bien et le mal étaient aussi faciles à distinguer que le chapeau blanc du shérif et le chapeau noir du bandit. Ce sont des décennies que nous avons déjà parcourues ces derniers temps. Pensez à John Ford et à ses paysages grandioses de Monument Valley. Ces déserts n'étaient pas que des décors, ils incarnaient the way of life de l'Ouest. Dans La prisonnière du désert, John Wayne n'était pas un simple cow-boy, il était la force de la nature, aussi implacable que le paysage qu'il traverse. Dans Le train sifflera 3 fois, Gary Cooper est la conscience morale d'une ville lâche, prêt à mourir seul pour ses principes. Quelle ingratitude quand je pense au nombre de fois où je t'ai sauvé la vie. En passant dans une autre décennie, vous avez été sollicité et vous avez élu un film de Sergio Leone comme le meilleur film des années 60, Le bon, la brute et le truand. Le monde se divise en deux, mon ami. Ceux qui ont la corde au cou et ceux qui la leur coupent. Oui, seulement celui qui a la corde au cou, c'est moi. Moi, je risque gros. Revenons à notre héros hollywoodien qui incarnait un code moral sur pattes. Courageux, honorable, souvent silencieux mais pas toujours, sa violence, quand elle éclatait, était propre, chirurgicale et justifiée. Il tirait pour désarmer, pour protéger la veuve et l'orphelin, et pour la justice. L'esthétique de ces films était aussi propre que leur morale. Des héros rasés de près, des chemises qui semblaient fraîchement repassées, même après une semaine à cheval, les villes avec leur église bien en vue, symbolisant l'avènement de l'ordre. C'était un monde idéalisé, une version de l'histoire américaine passée au filtre de l'optimiste d'après-guerre. Ah! Dieu est avec nous, parce que lui non plus, il n'aime pas les Yankees. Ouah! Dieu n'est pas avec nous, il déteste les corneaux de ton genre. Mais au début des années 60, ce mythe commençait sérieusement à se fissurer, le genre s'épuisait, les formules devenaient répétitives et les héros prévisibles. Surtout, le monde avait changé. L'Amérique était entrée dans l'ère de la guerre froide, du Vietnam, ses mouvements pour les droits civiques. Les certitudes morales des années 50 laissaient place au cynisme et à l'ambiguïté. Le public, particulièrement en Europe, était de plus en plus sceptique face à ces contes de fées virils. Le western hollywoodien, autrefois roi du box-office, commençait à devenir une belle scène de musée, admirable mais totalement déconnectée de la nouvelle réalité et des besoins des nouveaux spectateurs. Cartouche. Le terrain était prêt, le vieil Ouest, si propre, si noble, était sur le point de recevoir la visite d'un fossoyeur. Et ce fossoyeur venait d'Italie. Sergio Leone n'était pas un inconnu. Fils du réalisateur Vincenzo Leone, il avait grandi sur les plateaux de la Cinecittà, les célèbres studios de Rome. Il avait fait ses armes en tant qu'assistant sur des superproductions américaines tournées en Italie, comme Ben-Hur. Il connaissait la machine hollywoodienne de l'intérieur, son gigantisme, mais aussi ses lourdeurs. Il connaissait la recette et il était prêt à la faire exploser. Adios. Demi-pension.
Le détonateur fut un film japonais. En 1961, Akira Kurosawa sort Yojimbo, l'histoire d'un samouraï sans maître qui manipule deux clans rivaux pour les anéantir. Pour Léon, c'est une révélation. Il comprend que cette trame narrative est l'arme parfaite pour démolir l'archétype du héros américain. Il remplace le samouraï par un pistolero, le Japon féodal par une ville frontalière poussiéreuse et donne naissance à Pour une poignée de dollars. Dès les premières minutes, le ton est donné. L'homme qui arrive en ville n'a pas de nom, pas de passé, pas de cause. Il n'est pas là pour rétablir l'ordre, mais pour semer le chaos à son propre profit. Cet homme sans nom, incarné par un acteur de série américaine alors peu connu, un certain Clint Eastwood, c'est l'antithèse absolue de John Wayne. Là où Wayne est massif et bavard, Eastwood est une silhouette fantomatique, laconique, motivé uniquement par la survie et l'argent. Le monde qu'il traverse est tout aussi pourri. San Miguel n'est pas une communauté en devenir, c'est un purgatoire où deux familles, les Baxter et les Royo, s'entretuent pour le contrôle de la contrebande. La violence n'a rien de noble, elle est brutale et transactionnelle. Le héros ne se bat pas en duel loyal, il manipule, tend des pièges et regarde les camps s'autodétruire. Dans une scène culte, il se fait pailler par les deux familles pour la même information. Avant de les monter les uns contre les autres, c'est du cynisme à l'état pur. Toi, on te l'a jamais passé la corde au cou. Eh ben, je t'assure, Blondin, quand le nœud se met à se serrer, tu sens déjà le diable qui te mordit les fesses. Mais c'était un peu risqué. Avec un budget dérisoire, Léon transforme les contraintes en force. Il ne peut pas se payer les paysages de l'Utah, il tourne donc dans le désert d'Almeria, en Espagne, créant un ouest plus aride, plus hostile. Les costumes sont sales, usés. Pour contourner la barrière de la langue sur un plateau international, il réduit les dialogues au strict minimum. À sa sortie en 1964, le film est un séisme. Léon, prudent, avait utilisé un pseudonyme américanisé, Bob Robertson. Mais le succès en Europe est si énorme que le secret ne tient pas. La critique américaine, choquée, invente un terme péjoratif pour décrire ce nouveau genre, le western spaghetti. Il pensait l'insulter, il venait de lui donner son nom de baptême. Pour une poignard n'était pas juste un film, c'était un manifeste. Léon n'avait pas simplement copié le western, il l'avait hacké. Avec le succès de son premier western, Léon avait désormais les moyens de ses ambitions. La trilogie du dollar, complétée par Et pour quelques dollars de plus, et Le bon, la brute et le truand, n'est pas qu'une simple suite de films, c'est une véritable escalade de sa guerre contre Hollywood, menée sur deux fronts, l'esthétique et le son. Si le western de John Ford est une épopée des grands espaces, celui de Léon est une exploration des visages humains. Léon disait que les paysages les plus intéressants du cinéma, ce sont les visages, et il les a filmés comme personne. Son arme principale est le gros plan, le plan rapproché, qu'il pousse à l'extrême. Il ne se contente pas de cadrer un visage, il le dissèque. Les yeux plissés, la sueur, la crasse incrustée dans les rides. Ces gros plans remplacent le dialogue. Chez John Ford, un héros exprime sa détermination par un discours. Chez Léon, tout est dans le regard perçant d'un Clint Eastwood ou le sourire sadique d'un Lee Van Cleef. C'est une grammaire visuelle totalement nouvelle. Son traitement des paysages est tout aussi radical. Fini les vallées pleines de promesses de John Ford. Les déserts espagnols de Léon sont hostiles, oppressants. Ils ne symbolisent pas la conquête, mais l'aliénation. Vol à main armée. Viol d'une jeune fille de race blanche. Sabotage d'une voie ferrée et attaque d'un convoi ferroviaire à des fins de... Les personnages ne dominent pas la nature, ils la subissent. Même l'action est réinventée. Léon déconstruit le duel, ce rituel sacré du western. Ces duels sont des cérémonies lentes, étirées, presque insoutenables. La caméra passe d'un visage à l'autre, d'une main crispée sur une crosse à des yeux qui se plissent. Le temps se dilate. Le silence n'est brisé que par le vent ou par un son anodin. Puis, l'explosion de violence. Rapide, brutale, Léon ne filme pas le combat, il filme la tension qui le précède.
Impossible de parler de la Révolution Léon sans son complice, son âme damnée musicale, Ennio Morricone. Leur collaboration est l'une des plus fusionnelles de l'histoire du cinéma, comme Spielberg et Williams. Léon disait lui-même que ses films étaient à 50% de lui, à 50% de Léon. Contrairement à la pratique hollywoodienne, Morricone composait souvent la musique avant le tournage. Et Léon diffusait ensuite les thèmes sur le plateau pour donner le rythme aux acteurs et créer l'atmosphère. La musique ne suivait pas l'action, elle la dictait. Et quelle musique! Morricone a fait exploser les conventions des bandes originales de western. Fini les grandes envolées symphoniques. Il invente une palette sonore baroque et sauvage, utilisant des guitares électriques, des sifflements, des cloches, des coups de fouet, des voix. C'est un son brut, étrange, qui mêle le sacré et le profane. Chaque personnage a sa signature musicale. Le carillon mortel de la montre dans « Et pour quelques dollars de plus », le cri du coyote pour le truand, et bien sûr le sifflet iconique pour l'homme sans nom. Ces thèmes sont l'âme des personnages. Le duel final du bon, de la brute et le truand est l'apogée de cette fusion. Pendant près de 6 minutes, pas de dialogue. Il n'y a que 3 hommes dans un cimetière, des regards et la montée en puissance épique de The Trio de Morricone. La musique ne fait pas qu'illustrer la tension, elle la crée, la sculpte, jusqu'à son paroxysme d'opéra. Léon et Morricone ont inventé l'opéra western. Après avoir dynamité le western avec sa trilogie du dollar, Léon voulait passer à autre chose. Mais Hollywood, qu'il avait d'abord méprisé, était maintenant à ses pieds. Paramount lui fait une offre qu'il ne peut refuser, un budget confortable et la possibilité de diriger son idole, Henry Fonda. Léon accepte à une condition, ce sera son dernier western. Et il en fera un requiem. Le résultat, Il était une fois dans l'Ouest, un véritable monument funéraire pour tout un genre. Le coup de génie, le vrai poignard dans le dos, c'est le casting de Henry Fonda. Fonda n'était pas qu'un acteur, il était le visage de l'intégrité américaine, le héros hollywoodien par excellence. Ses yeux bleus symbolisaient la droiture morale. Et Léon prend ce symbole et en fait un monstre. Il lui confie le rôle de Frank, un tueur sadique, un assassin d'enfants, sans le moindre remords. La scène où la caméra révèle le visage de Fonda après le massacre d'une famille a glacé le sang des spectateurs en 1968. Le choc est total. C'est comme si Abraham Lincoln se mettait à étrangler des chatons. Imaginez, en faisant de l'incarnation du bien, l'incarnation du mal. Léon commet une profanation symbolique. Il dit au monde: vos héros sont un mensonge. Derrière le visage de la vertu se cache la pire des brutalités. Mais le film est bien plus qu'une provocation, c'est une fresque mélancolique sur la fin d'une époque. Le thème central est la mort de l'Ouest sauvage, remplacé par le capitalisme et l'avènement du chemin de fer. Les personnages eux-mêmes sont des fantômes, des reliques d'un monde qui disparaît. Cheyenne, Harmonica et même Frank sont les derniers représentants d'une ère révolue, menant un dernier combat avant d'être balayés par le nouveau monde. Léon pousse son style à l'épure. La fameuse séquence d'ouverture à la gare, qui dure plus de 10 minutes, est une leçon de cinéma. 3 tueurs attendent, il ne se passe rien, juste le grincement d'une éolienne, une mouche, des gouttes d'eau. Léon transforme l'attente en un spectacle hypnotique, une méditation sur le temps qui passe et la mort qui approche. Le film est un adieu magnifique et funèbre à l'Ouest et au genre qui a fait de Léon un roi. Le monde se divise en 2 catégories. On la connaît tous, cette réplique. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Mais dans son chef-d'œuvre, Léon nous a montré qu'en réalité, il y avait
une troisième, le bon, la brute et le truand, trois figures tellement légendaires qu'on a l'impression de tout savoir sur elles. Pourtant, derrière le charisme de Clint Eastwood, la cruauté de Lee Van Cleef et les pitreries d'Eli Wallach se cachent des secrets qui ont redéfini le western à tout jamais. On croit connaître le bon, la brute et le truand. Mais que diriez-vous si le bon n'était pas si bon, si la brute avait des motivations bien plus complexes qu'il n'y paraît, et si le truand était en fait le véritable cœur du film? Et toi, quand tu ne fais pas le mal, qu'est-ce que tu fais? Allez, commençons par le plus humain du trio, le plus détaillé et paradoxalement le plus attachant. Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez. Et oui, rien que ça, joué par un Eli Wallach absolument magistral. Tuco est une force de la nature, il est bruyant, il est grossier, il est cupide et pourtant impossible de ne pas être captivé par sa vitalité. Léon lui-même voyait en lui une sorte d'allégorie des contradictions de l'Amérique. C'est le seul personnage dont on connaît le passé. On rencontre son frère, un moine, dans une scène d'une puissance émotionnelle incroyable, qui nous montre enfin les fissures derrière l'armure du bandit. La performance de Wallach est si électrique qu'elle vole la vedette à chaque instant. D'ailleurs, petite anecdote, le rôle avait d'abord été proposé à Charles Bronson, qui a dû dire non parce qu'il était déjà pris sur les 12 salopards. Tiens, regarde. Tu la connais, cette sale gueule? Ouais, c'est la tienne. La mienne. Wallach s'est jeté sur le rôle et lui a donné une dimension à la fois comique et tragique. Tuco est celui qui en bave le plus, la soif dans le désert, la torture, l'humiliation, mais c'est aussi celui qui se révèle à chaque fois. Sa motivation est simple, presque animale, survivre et s'enrichir. Pas de grande philosophie, pas de code d'honneur, juste la ruse du survivant. Sa relation avec Blondin, un tango permanent entre trahison et sauvetage, est le moteur du film. Il est le truand, oui, mais quand on le voit prier, parler à son frère ou pleurer de rage, on découvre un personnage bien plus profond qu'un simple bandit de caricature. Il est le chaos, mais il est la vie. Face à ce chaos, il y a l'ordre, un ordre glacial, méthodique et impitoyable. C'est la brute, Angel Eyes, ou Sentenza pour les intimes italiens. Je veux que tu me parles de Bill Carson. Mais je ne le connais pas. Tu ne le connais pas et pourtant tu l'appelles. Campé par un Lee Van Cleef au regard d'acier, il est l'antithèse totale de Tuco. Là où le truand est désordre, la brute est contrôle. Sa toute première scène est une masterclass. Il débarque dans une ferme, s'installe, mange le repas de l'homme qu'il est venu tuer et exécute son contrat avec une froideur absolue. Mais lui aussi l'a payé. J'agis toujours dans les règles. Je finis toujours le travail pour lequel on me paye. Avant de buter celui qui l'a payé pour avoir des informations. Le ton est donné. Sentenza n'est pas qu'un simple tueur, c'est un mercenaire qui a fait de sa cruauté une véritable philosophie. Pour lui, tout le monde a un prix. La guerre, ce n'est pas une tragédie, c'est du business. Il s'en sert pour grimper les échelons et le voilà sergent dans le camp de l'Union où il peut exercer sa brutalité en toute légalité. Wallace, amène-nous Carson. Sa violence n'est jamais impulsive, elle est toujours réfléchie. Il n'a ni les colères de Tuco, ni l'ironie de Blondin. Il est le mal à l'état pur, mais un mal intelligent, qui analyse et qui planifie. Pour Lee Van Cleef, dont la carrière était en chute libre après un grave accident de voiture, c'est le rôle de sa vie, offert par Léon, qu'il avait déjà révélé pour quelques dollars de plus. Son visage taillé à la serpe et son regard perçant en faisaient le méchant parfait. Mais ce qui rend Sentenza si terrifiant, ce n'est pas tant sa violence que son absence totale d'émotion.
Il ne cherche pas à survivre comme Tuco ou à suivre un code comme Blondin. Il cherche à dominer. C'est un prédateur, un requin qui navigue dans les eaux troubles de la guerre de sécession. Et enfin, il y a le bon, Blondin. On a gardé le meilleur pour la fin, vous avez vu? L'homme sans nom, incarné par un Clint Eastwood qui déborde de charisme. Il est l'icône, le poster du film. Mais est-il vraiment bon? Sergio Leone disait lui-même qu'il voulait casser le mythe du héros. Eh bien, moi, je préfère rompre l'association. Non, non, non. Je rends l'association, mais toi, tu restes attaché. Et c'est exactement ce qu'il fait avec Blondin. En réalité, le bon n'est bon que si on le compare à la cruauté de la brute et à la fourberie de Tuco. C'est une bonté très très relative. Blondin est un opportuniste, un chasseur de primes pragmatique. Son arnaque avec Tuco au début du film le prouve. Il livre son partenaire pour toucher la prime, puis le sauve de la corde à la dernière seconde pour recommencer plus loin. C'est un plan cynique, pas vraiment un acte de justice. Il peut arriver que je rate mon coup. Mais si tu manques la corde, ne manque pas le pendu. Il est silencieux, ironique, et ses rares phrases sont pleines de philosophie désabusée. Quand il voit les soldats mourir pour rien à la bataille du pont, son commentaire « Je n'ai jamais vu autant d'hommes gâchés pour rien » montre une lueur d'empathie, une conscience de l'absurdité de la guerre que les deux autres n'ont pas vue. Clint Eastwood, qui hésitait au début à partager la vedette, a finalement accepté et a forgé pour de bon son image de cow-boy qui parle peu mais vise juste. Vol de matériel appartenant à l'armée. Vol de matériel postal. Coups et blessures sur la personne de 2 gardes. Agression à main armée du citoyen. Son personnage est une sorte de fantôme qui traverse le film, une silhouette reconnaissable avec son pancho et son cigarillo. Sa motivation, comme les autres, c'est l'or, mais contrairement à Tuco, il a des principes et contrairement à Sentenza, il a une conscience. Il tue, mais presque toujours pour se défendre. Il est égoïste, mais il est capable de compassion. Comme lorsqu'il couvre le jeune soldat mourant avec son manteau. Il est l'arbitre du duel final, celui qui sait tout et qui contrôle tout, en déchargeant le pistolet de Tuco avant le duel. Il triche, mais c'est pour imposer sa propre justice. Ce n'est pas un héros, c'est un anti-héros, un survivant avec son propre code moral, ce qui le rend bien plus fascinant qu'un simple bon. Alors, Sergio Leone a-t-il vraiment poignardé le cinéma hollywoodien dans le dos? Eh bien oui, et sans hésiter en plus. Mais il l'a fait avec l'amour d'un passionné qui refuse de voir ce qu'il aime devenir une caricature. Il a vu que les films se mouraient, pétrifiés dans leur propre code, et il lui a injecté une dose massive de réalisme, de cynisme et de style baroque. Le roi du cinéma italien s'est servi des codes du western classique pour nous proposer une fresque qui a marqué le genre au fer rouge. Il a remplacé les héros propres sur eux par des anti-héros crasseux et opportunistes. Il a remplacé la morale en noir et blanc par des zones de gris. Il a échangé les paysages de cartes postales contre des déserts psychologiques. Et il a tronqué les violons contre des guitares électriques. Ce faisant, il n'a pas seulement tué le western classique, il lui a permis de renaître sous une forme plus sombre, plus complexe et plus adulte, influençant des générations de réalisateurs de Sam Peckinpah à Quentin Tarantino. Le western ne sera plus le même après Léon. Au final, le bon, la brute et le truand. Ce sont des personnages d'une complexité folle qui ont changé le western pour toujours.
Chacun représente une facette de l'humanité face à un monde brutal. Sergio Leone, avec ses acteurs, et le génie de Morricone, n'a pas seulement créé 3 icônes. Il a peint le portrait cynique, grandiose et terriblement humain d'un monde où survivre est la seule loi. Oh, malédiction, tout est de ma faute. À moi, rien qu'à moi. Le film a tellement marqué les esprits que des réalisateurs comme Quentin Tarantino le citent sans arrêt, allant jusqu'à le qualifier de film le mieux réalisé de tous les temps. On a déjà pas mal échangé lors de vos top 3, mais dites-moi quand même dans vos commentaires quel est pour vous le film qui a définitivement enterré le western classique, ou au contraire celui qui l'a fait revivre. Posé comme ça, la question reste intéressante. Avec ça, tu gagneras du temps. Si cette virée dans les plaines arides du western spaghetti vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Vous avez aussi la possibilité d'aider mon travail en activant un merci sur l'onglet prévu à cette occasion. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. D'ici là, gardez l'œil grand ouvert et la main près du colt. On revient pour une ultime fois ce mois-ci pour clôturer ce spécial western avec un film de mon choix, marquant et avant-gardiste. Avec un certain Chris en vedette. Allez, je n'en dis pas plus pour pas trop vous donner d'indices. À très bientôt, portez-vous bien surtout, bonne toile. Ciao ciao. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.